Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. C'était l'un des monstres sacrés du cinéma français. Jean-Paul Belmondo nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Après plus de 50 ans de carrière et 80 films, il laisse derrière lui des rôles inoubliables. Parmi les hommages ce soir, celui de Lionel Bayer, en direct avec nous de Paris. Dans le reste de l'actualité, nous verrons ces chiffres qui démontrent la dépendance sanitaire de la Suisse vis-à-vis d'autres pays. Un tiers de notre personnel infirmier provient de l'étranger. Alors que faire pour lutter contre le manque de relève indigène? L'Observatoire de la santé livrait aujourd'hui ses projections. En Afghanistan, les talibans affirment avoir pris le contrôle de la vallée du Panjshir, dernière région encore aux mains de la résistance. En Suisse, vous l'entendrez, le neveu du commandant Massoud appelle à continuer le combat. Dans ce journal également, nous remonterons le fil de l'histoire de cette guerre. Il y a 20 ans, les États-Unis étaient frappés en plein cœur par les attentats du 11 septembre. Nous consacrons ce soir une vaste page spéciale à cet événement. Philippe Reva et nos équipes mobilisées à New York donneront la parole aux rescapés, aux témoins et aux Afghans vivant aux États-Unis. Et puis, on terminera ce journal avec une belle invention. Un Vaudois a conçu une couveuse adaptée à l'Afrique subsaharienne. Compacte, robuste, petite, elle constitue un espoir immense pour le continent africain, où plus d'1 million de nouveau-nés meurent chaque année d'hypothermie. C'est une légende qui disparaît. L'acteur Jean-Paul Belmondo, Bébel, est donc décédé aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Acteur casse-cou, connu pour son franc-parler, il a tourné avec les plus grands au cinéma, sans jamais oublier le théâtre d'où il venait. On revient sur sa carrière avec Marie-Émilie Cattier. Il a conduit sa carrière avec la même aisance que dans cette scène culte. Jean-Paul Belmondo, le magnifique. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Mais aussi le tendre voyou Pierrot le Fou, l'As des As. Des noms de films qui sont aussi devenus autant de surnoms, car le répertoire du monstre du cinéma est vaste. Tu veux mon avis? Oui. C'est toi qui prennes pour le cerveau. Tour à tour drôle, intimidant, séducteur, avec aussi une prédilection pour la castagne et la cascade. Le jour où je ne pourrai plus faire les cascades, je ne ferai plus ce genre de film. Parce que ça, je ne pourrais pas supporter d'être assis sur un fauteuil et de regarder un autre faire les cascades à ma place. Ça, je ne pourrais pas. Et parce que j'aime ça, j'aime avoir le risque. Et en plus, je trouve que c'est assez malhonnête d'envoyer quelqu'un d'autre risquer, disons, un petit peu sa vie ou de se casser. Et après, d'arriver en gros plan et dire, voilà, c'est moi. Après des débuts sur les planches au théâtre et de petits rôles au cinéma, c'est en 1960, en pleine nouvelle vague, avec À bout de souffle, que Belmondo insuffle son mythe. Qui est? Qui? Antonio? Non, celui-là. Patricia Franchini, Karl Zumba. Il y a des gens très bien dans le cinéma, mais justement, trouvaient que j'avais un physique un peu bizarre et il m'aurait certainement pas fait jouer ce que je joue maintenant, parce que je veux pas dire de nom, mais des grands metteurs en scène qui étaient venus me voir jouer au théâtre disaient il est très bien, il y a beaucoup de talent, mais avec sa tête, il pourra jamais rien faire. Précis! Ça ne te dit rien? Pour celui qui admire Humphrey Bogart et Gary Cooper, les rôles s'enchaînent pendant 3 décennies. Jean-Paul Belmondo tourne ainsi entre autres avec Jean-Luc Godard, Gérard Houry, Henri Verneuil, Philippe de Broca, puis il revient à ses premières amours. Moi, je ne vais pas me plaindre du cinéma, il m'a énormément gâté, il me gâte toujours. Mais le théâtre vous donne une satisfaction plus grande dans l'immédiat parce que vous avez la communion avec le public. Par exemple, ici, en ce moment, à Lausanne, quand on joue tous les soirs, on sent les gens qui réagissent à tous les moments et qui, à la fin, sont là. Jean-Paul Belmondo. Car c'est aussi pour sa proximité avec son public que Bébel était apprécié. En plus d'une carrière exceptionnelle, maintes fois saluée par ses pairs. Et on va maintenant entendre le témoignage de Julien Comelli, chroniqueur passionné de cinéma populaire français, et de Jean-Paul Belmondo, qu'il a eu la chance de rencontrer. On l'écoute au micro de Melchior Robertson. Je veux dire, moi j'avais 2 héros quand j'étais gamin, c'était Roger Moore, James Bond, hein, et puis Belmondo, parce qu'on peut s'identifier à ce personnage-là. Il incarne quelque part toujours le même personnage. D'ailleurs, mon fils m'a fait une réflexion très drôle là-dessus. Il m'a dit un jour, mais comment ça se fait que Belmondo est toujours incarné par le même acteur ? Et c'est là que j'ai dû lui dire que c'était l'acteur. Et c'est là qu'on voit aussi que Belmondo, et c'est en le rencontrant aussi que je me suis rendu compte de ça, on est au-delà du mythe. Ce personnage est une légende, mais vraiment une légende au sens
pure du terme, comme une légende du Far West, quoi. Et je pense que la légende, elle commence malheureusement aujourd'hui, vraiment définitivement. Et c'était un type d'une chaleur absolument incroyable. Il était très tactile, très, très gentil, très à mettre à l'aise. Et une chose aussi, qui est assez connue, mais Belmondo n'a jamais refusé un autographe à aucun de ses fans sur toute sa carrière. Et est-ce que c'est pas ça la définition de ce qu'est un grand seigneur? Et les grands seigneurs, avec le départ de Belmondo, j'ai l'impression qu'il n'y en a vraiment, vraiment plus, quoi. Lionel Bayer, on vous retrouve à Paris. Alors, on a entendu les termes très forts de Julien Comelli. On parle de légende, de seigneur. On le dit peut-être à chaque fois qu'un de ces grands acteurs disparaît, mais on a l'impression que Jean-Paul Belmondo était l'un des derniers représentants d'un certain cinéma. Je ne sais pas si c'était le dernier représentant d'un certain cinéma. Il a incarné à la fois un cinéma populaire et puis aussi un cinéma d'arrêt d'essai. Ce qui est amusant avec Jean-Paul Belmondo, c'est que dans le fond, il a façonné tous les acteurs français qu'on voit aujourd'hui sur les écrans. Je pense qu'on voit et on continue de voir Jean-Paul Belmondo dans la plupart des rôles qui sont tenus par des jeunes premiers comme par des acteurs plus anciens dans le cinéma français aujourd'hui. Si vous allez voir OSS 117 par exemple, vous verrez Jean Dujardin qui est une émanation de Jean-Paul Belmondo, mais son jeune rival dans le film, Pierre Ninet, est aussi une forme de Jean-Paul Belmondo au début de sa carrière quand il était beaucoup plus fin, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus jeune, beaucoup plus sautillant. Donc je crois que c'est ça surtout peut-être qui marque et qui spécifie Jean-Paul Belmondo à d'autres acteurs français, c'est que c'est une sorte de matrice de ce qu'a été le corps français du cinéma à partir des années 50. Est-ce qu'il n'y avait pas un côté paradoxal chez cet acteur? Il était un des porte-drapeaux de la nouvelle vague, on l'a vu, et en même temps, il revendiquait ce côté très populaire. Non, parce que je crois qu'au début, la nouvelle vague s'inspirait surtout et prenait surtout sa source dans le cinéma populaire, c'est-à-dire dans les films d'action américains. Donc il n'y a absolument pas de contradiction. Au contraire, d'une certaine façon, Jean-Paul Belmondo a été toujours très fidèle à ce qu'être un acteur pour lui. C'était d'abord un corps et un mouvement. Pas uniquement un acteur qui est là pour porter des rôles de jeunes premiers, pas uniquement un acteur qui est là pour réciter du répertoire, mais plutôt pour être en action. C'est-à-dire véritablement que quand on dit action au cinéma, de mettre son corps en mouvement et de produire une forme avec ce corps. En cela, il était très très proche d'acteurs de cinéma qui ont beaucoup influencé, qui ont beaucoup intéressé les réalisateurs de la nouvelle vague. Vous voyez, quelqu'un comme Serge Danet, qui était critique de cinéma, disait que pour lui, vraiment, le corps en fait, des acteurs de la nouvelle vague avait produit une forme de nouvelle masculinité. Le cinéma français, avant les hommes au cinéma français, c'était Jean Gabin. Et avec l'arrivée d'acteurs comme Jean-Claude Brialy, comme Jean-Paul Belmondo, comme Marielle, un nouveau corps est arrivé qui était un corps plus athlétique, plus élancé, plus sportif en fait. Lionel Bayer, rapidement peut-être à titre personnel, qu'est-ce qui va vous rester de Jean-Paul Belmondo? Alors, je pense que comme nous toutes et tous, en fait, des souvenirs d'enfance, peut-être on pourrait dire L'As des As ou des films comme celui-ci, mais je me souviendrai beaucoup de La Sirène du Mississippi de François Truffaut, où il donnait la réplique à Catherine Deneuve, et où Truffaut s'était amusé à filmer Belmondo comme on aurait filmé une jeune fille, et filmer Catherine Deneuve comme on aurait filmé un homme puissant. Et c'est sans doute un de ses rôles les plus étranges, parce qu'on le voit ramper au pied d'une femme, on le voit dans une très grande fragilité, et c'est un rôle dans lequel il est particulièrement magnifique. Lionel Bayer, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous de Paris. Bonne soirée. Et les hommages pleuvent aujourd'hui. Dans un tweet, le président Emmanuel Macron compare Jean-Paul Belmondo à un trésor national. Il était en tout cas une vedette populaire qui aimait le contact avec son public. Écoutez les différentes réactions recueillies par Nicolas Chèvre, Laetitia Vider et Cynthia Gani. Belmondo est décédé. Aïe, zut. Oh, le pauvre. C'est presque mon contemporain. C'est vrai? Oui, à une année près. Ah, je suis vraiment... certaines émotions, franchement. Ouais. J'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Il représentait beaucoup la jeunesse de mon époque. C'était vraiment un peu un modèle. On essayait d'être comme lui quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, là? Pour de vrai? Oh, je suis choqué. Bah, c'est quand même une figure du cinéma français, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Dynamisme, je pense. C'était pas un bel homme, mais il avait du charisme. C'est à la fois quelqu'un d'audacieux, de gentil, beaucoup de gentillesse, beaucoup de panache. Pour moi, c'est notre Cyrano de Bergerac du XXe siècle. Non, il a représenté beaucoup de son époque, une époque qui nous faisait un peu rigoler, quoi. On a l'impression qu'on était plus libre. C'était sa décontraction, son aisance. Il avait une aisance, il crevait l'écran. Et ce n'était pas du tout le cas des acteurs qu'on avait l'habitude de voir, qui étaient relativement très flegmatiques. Si vous le voyez, quand j'avais une vingtaine d'années, quand vous le voyez à bout de souffle, il court dans les rues de Paris, c'était fantastique. C'était fantastique. Je vais utiliser un grand mot, mais on n'avait pas ce problème de politiquement correct qu'on a maintenant. Et ce truc de la déconne,
Ben ouais, ça va peut-être un peu nous manquer, quoi. C'est un monstre. C'est un monstre qui vient de partir et puis c'est le magnifique, c'est le professionnel. Ce que j'ai de la peine maintenant avec certains films que je revois de lui, ils ont vieilli. C'est pas vrai, ils ont pas vieilli. Bien sûr que c'est vrai, Belmondo, Macasta. il traverse tout. En Pierrot le français. fou, Belmondo le fou. Oui, ça c'est Hein? vrai. Oui, ça Bon, c'est vrai. hein? Ça se sentait. Une Oui. femme avec Ça- Delon, le Truffaut avec Catherine Deneuve. Hein? Énorme, énorme. Je ne veux pas dire que je me sens orphelin, mais ouais, c'est quand même une petite pièce, quand même, une petite partie de moi qui part là-haut et qui nous protège. Voilà. Et pour poursuivre ces hommages, la RTS programme ce soir une soirée spéciale Jean-Paul Belmondo avec dès 21h05 la diffusion d'une comédie signée Gérard Houry, Le Cerveau, suivie à 23h d'un des plus célèbres polars d'Henri Verneuil, Peur sur la ville. Ce sera sur RTS2. Sur le front sanitaire maintenant, c'est l'une des leçons de la crise et les problèmes d'effectifs dans les hôpitaux ces dernières semaines l'ont encore prouvé. La Suisse ne forme pas assez de personnel soignant. Un problème qui ne date pas de la pandémie. Des mesures ont d'ailleurs été prises. Elles commencent à porter leurs fruits. Céline Brichet. D'ici 2029, la Suisse a besoin de 43 400 nouveaux infirmiers et infirmières et de plus de 27 000 recrues pour le personnel de soins. Ce sont les chiffres présentés aujourd'hui dans le dernier rapport de l'Observatoire de la santé. Et d'après les projections, la relève disponible ne permettra pas de couvrir ces besoins. Seuls 67% des manques en personnel infirmier seront couverts, 80% dans les soins. Un bilan plus optimiste que prévu, mais la nécessité d'agir reste grande. Alors on a travaillé effectivement un petit peu dans tous les domaines, que ce soit dans le nombre de places à disposition, mais aussi dans toute la campagne marketing. On en a parlé aujourd'hui. Cette campagne marketing demande que les professions du domaine de la santé soient bien comprises, soient attractives, et ça passe aussi par l'image. Concrètement, cantons et confédérations ont débloqué des millions pour la formation. Des mesures sont aussi mises en place pour éviter les sorties précoces de la profession, en améliorant la conciliation vie privée et professionnelle ou les possibilités de développement de carrière. Mais aujourd'hui, le système de santé dépend encore largement de la main-d'œuvre étrangère, qui couvre en moyenne 30% du personnel infirmier en Suisse, jusqu'à 50% en Suisse romande et au Tessin. Une situation qui aurait pu s'avérer problématique pendant la pandémie. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème. Les gens sont bien les bienvenus ici dans leur profession. Mais un jour où peut-être ils ne viendront plus parce que la situation change dans d'autres pays, on aurait le problème. Et donc, c'est important de prévoir ça, de prévenir ça et de faire plus au plan de la formation. Un sujet dont on aura bientôt l'occasion de reparler, une initiative sur les soins infirmiers soumise au vote le 28 novembre prochain. Cette information maintenant, les jeunes bernois pourraient voter sur les objets cantonaux dès 16 ans, une première en Suisse romande. Le Grand Conseil l'a décidé cet après-midi en première lecture. Le peuple devrait encore être amené à se prononcer. Pour l'instant, seul Glaris a adopté une telle mesure. Les citoyens d'Ori se prononceront, eux, le 26 septembre. À l'étranger, en Biélorussie, Maria Kolesnikova, figure du mouvement de contestation contre le président Alexandre Loukachenko, a été condamnée à 11 ans de prison. L'opposante avait été arrêtée en septembre de l'année dernière. Elle est accusée d'extrémisme et de tentative de prise illégale du pouvoir. L'Union européenne demande sa libération immédiate. Et en Afghanistan, difficile de savoir qui contrôle la province du Panjshir au nord de Kaboul. Les talibans affirment s'être emparés de la vallée, dernier bastion de la résistance menée par le fils du commandant Massoud. Le point sur la situation avec Anne Delette et Laurent Bourcalter. Des pick-up pavanant aux couleurs de l'Émirat islamique d'Afghanistan. Un drapeau hissé devant le bâtiment du gouverneur du Panjshir. Pour ces combattants talibans, tout un symbole. L'annonce d'une prise du contrôle du pays qui se veut totale, comme l'affirme d'ailleurs leur porte-parole lors d'une conférence de presse. La nuit dernière, nous avons finalement pris le contrôle du Panjshir. L'Émirat islamique d'Afghanistan règne désormais sur l'ensemble du territoire et nous sommes prêts à nous asseoir ensemble afin d'avoir un dialogue constructif.
Mais le Panjshir a une tradition de résistance qui n'est plus approuvée. Vallée enclavée, difficile d'accès, située à 80 km au nord de Kaboul, elle n'est jamais tombée en main ennemie. Souvenir douloureux pour les soviétiques, comme en témoignent ces carcasses de chars, elle le sera aussi pour les talibans 10 années plus tard. Depuis 12 jours, les combattants tadjiks se battent farouchement pour défendre leur terre, emmenés par Ahmad Massoud, fils du commandant Massoud, assassiné en 2001 par Al-Qaïda. Les pertes sont lourdes. Zabi Massoud, neveu du légendaire commandant, en témoigne. Il a perdu hier, lui aussi, 2 membres de sa famille, mais il refuse de reconnaître la victoire des talibans. Depuis quelques jours, on a changé la tactique de guerre. On a choisi la tactique guérilla, comme à l'époque des Russes. En ce moment, nos soldats ils sont dans les montagnes et tout ça. Donc voilà, les talibans, on ne peut pas dire vraiment si les talibans ils ont le contrôle de Panjshir. Non, ce n'est pas vrai. Guerre de l'information. Selon Zabi Massoud, il serait encore plus de 10 000 dans les montagnes, avec une motivation intacte malgré des problèmes de ravitaillement, des coupures d'électricité et de téléphone. On est le bouclier contre la barbarie, vous savez. On est, nous, au front, mais c'est une guerre qui touche tout le monde. Depuis la vallée du Panjshir, Ahmad Massoud appelle aujourd'hui à un soulèvement national. Reste à voir s'il sera entendu. Et nous vous rappelons que vous pouvez adresser vos dons à la chaîne du bonheur sur le compte 10-15 000-6 mention Afghanistan ou via le site internet www.bonheur.ch. C'était il y a 20 ans. Les États-Unis étaient victimes de la plus importante série d'attentats de leur histoire. Ce soir, la RTS vous propose une page spéciale pour prendre la mesure de cet événement qui a modifié en profondeur la géopolitique mondiale. On retrouve tout de suite Philippe Reva à New York. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. C'était le 11 septembre 2001. Derrière nous, la pointe sud de Manhattan à New York, les 2 tours du World Trade Center s'effondraient, percutés par des avions détournés par Al-Qaïda. Alors bien sûr, il y a eu le choc planétaire, les 3000 victimes, cette Amérique frappée au cœur. Mais ces événements ont changé la vie de chacun d'entre nous partout dans le monde. Il y a eu la prise de conscience de la menace terroriste, la guerre contre la terreur lancée par les États-Unis, la surveillance de masse et puis ces invasions de l'Afghanistan et de l'Irak. Tout cela a commencé ici à New York le 11 septembre 2001. 20 ans plus tard, l'Amérique se recueille et se souvient. C'est devenu un lieu touristique en plein cœur de Manhattan. On se presse devant le mémorial du 11 septembre pour une photo, mais aussi pour se souvenir. La dernière fois que j'étais ici, il y avait un grand trou dans le sol. Et je voulais voir à quoi ça ressemble maintenant. Ground Zero est sous surveillance policière. Le site revient dans l'actualité avec le retrait d'Afghanistan, une décision qui laisse un goût amer pour ce père texan et sa fille. Étant moi-même un vétéran, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait ça bien. On aurait dû évacuer tout le monde. Je comprends pourquoi on était en Afghanistan. Mais on ne faisait plus beaucoup de progrès. Mais c'est sûr que ça fait de la peine pour tous ceux qui sont morts dans l'attaque du 11 septembre. Je ne crois pas que ce soit normal de complètement se retirer d'Afghanistan. On aurait dû garder une présence. On ne passe pas 20 ans quelque part pour partir d'un seul coup. J'ai peur que les Américains oublient le 11 septembre. Et je ne veux pas oublier ce qui s'est passé ici. Oublier ce 11 septembre 2001, impossible pour ceux qui étaient sur place, comme Andrew Sandor. Après avoir vu tout ça, chaque jour, vous avez plus de gratitude d'être en vie. Pompier d'une banlieue de New York, Andrew est appelé en renfort après l'attaque des tours du World Trade Center. Vous pouviez voir ce grand nuage au sud de Manhattan et on fonçait vers ce nuage. Quand il arrive sur place, les tours se sont effondrées, ses collègues sont pris au piège. Je sais qu'ils ont trouvé quelques personnes vivantes, mais pas beaucoup. Tout cet endroit, ce n'était que des cendres et les gens étaient couverts de poussière. Contraste saisissant, 20 ans après. Une autre tour se dresse ici. C'est New York. Des choses arrivent, on prend des coups et puis on va de l'avant. Au pied de la nouvelle tour, Freedom Tower, c'est le mémorial du 11 septembre, cette eau qui s'écoule lentement, sans cesse, vers ses profondeurs sombres. C'est un sentiment saisissant d'être ici. Gaspard, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Il y a une phrase qui revient souvent, c'est « on ne peut pas oublier ».
Oui Philippe, il faut se rappeler qu'il y a 2606 personnes qui sont mortes ici à New York sur un total de 2977 victimes du 11 septembre, si on ajoute les passagers des avions détournés et les victimes de l'attaque du Pentagone. Et c'est sans compter les 19 terroristes qui se sont donné la mort ce jour-là. Gaspard, on va voir votre reportage. C'est un portrait d'un survivant de l'écroulement des deux tours. C'est un témoignage rare, le premier de notre série de portraits sur le 11 septembre. J'étais au World Trade Center. En fait, j'étais au 105e étage de la tour sud du World Trade Center. Joe Dietmar a gardé son badge d'entrée du World Trade Center. Le 11 septembre, cet assureur de Chicago était en visite à New York pour une réunion. Il ne voit pas le premier avion frapper la tour d'à côté, 8h46. On a vu la lumière scintiller. Un collègue les avertit d'une explosion dans l'autre tour. Il faut évacuer. Réticents, les membres de la réunion descendent les escaliers de secours du 105e au 90e étage. C'est la première fois qu'on a pu regarder au nord. Et je me souviens regarder à travers cette fumée, ce feu, à travers ces trous noirs béants, et voir des morceaux de fuselage d'avion. Et je me suis dit, comment est-il possible que le pilote n'ait pas vu la tour ? Certains collègues s'arrêtent pour regarder, mais Joe poursuit sa descente. Il est entre le 72e et le 74e étage, quand le deuxième avion s'apprête à frapper 3 étages plus haut. Si on avait traîné, on ne serait plus là. On a entendu le crash dans l'immeuble. Les marches d'escalier ont ondulé sous nos pieds comme les vagues d'un océan. On a senti une boule de chaleur souffler derrière nous et il y avait une odeur de carburant. Les escaliers bougeaient d'un côté à l'autre. Les survivants descendent sans comprendre ce qui se passe, jusqu'à croiser les policiers et les pompiers. Ils ne disaient rien. Mais il y avait cet air dans leurs yeux. Ils savaient qu'ils montaient et qu'ils ne reviendraient jamais. Ils le savaient. Il y avait 54 personnes dans cette réunion au 105e étage du World Trade Center. 7 ont survécu. Joe Dietmar s'est installé en bord de mer dans le Delaware. Ça a changé mes priorités dans la vie, ce qui est important et ce qui est secondaire. Je travaille encore dans les assurances pour payer les factures, mais ce qu'il y a de plus important dans ma vie, c'est ma femme, ma mère, mes enfants, ma famille, l'amour qu'ils me donnent et que je peux leur donner en retour. Cette ville de New York sous le choc, traumatisée mais résiliente aussi, vous la connaissez bien, Alfredo Morabia, bonsoir. Oui, bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes professeur ici à Columbia City University de New York, vous étiez à Genève avant ça, et vous avez piloté une étude sur les séquelles de santé à long terme des travailleurs du 11 septembre. Oui, exactement. On a suivi pendant une dizaine d'années en fait des ouvriers et des policiers qui avaient participé au nettoyage des débris des tours jumelles. Vous imaginez, c'était un énorme chantier avec une exposition à des poussières extrêmement fortes, etc. Et puis, il y a ce qu'on a appelé l'état de stress post-traumatique qu'une large fraction de ces ouvriers ont développé. Oui, parce qu'il faut se rendre compte, on a vu ces images, la poussière, ces gens étaient exposés à toutes sortes de produits, au fond, nocifs. Ils ont été exposés à des kilos de poussière chacun. Et au bout de quelques mois, d'un an, ces gens qui étaient en bonne santé, qui étaient en forme et tout, en sont sortis comme des invalides, avec un état de santé extrêmement détérioré, comme s'ils avaient pris une dizaine ou une vingtaine d'années en quelques semaines. Vous avez donné des cours 15 jours après les attentats du 11 septembre. Vous me disiez, là, c'était difficile de parler aux élèves, aux étudiants. 15 jours après, j'avais mon cours à Columbia. L'ambiance était très déprimée. Les élèves ici, d'habitude, sont très vivants, etc. Ils réagissent vite. Et là, c'était le silence absolu, les regards défaits et tout. On peut imaginer, imaginez qu'il y a un attentat terroriste sur la cathédrale de Saint-Pierre. Quel impact ça aurait à Genève? Enfin, c'est
un monument, enfin une institution qui est là, qui fait complètement partie de la ville et du jour au lendemain, il n'y est plus. Plus de ça, il y a 3000 personnes qui sont mortes. Et on s'est tous demandé, mais qu'est-ce qu'on aurait fait si on était dans la fournaise, quand les tours s'effondraient, on voyait les gens sauter par les fenêtres. Donc c'est sûr que c'était un événement traumatisant pour tous ceux qui connaissaient ou vivaient à New York. Merci beaucoup Alfredo Morabia. Ah, merci de m'avoir invité à cette émission, ça m'a fait très plaisir. Merci à vous, on a parlé des changements en Amérique, à New York. On va voir maintenant à quel point ces attentats du 11 septembre ont changé le monde, ont changé nos vies à tous. La surveillance, la lutte contre le terrorisme, les interventions guerrières des États-Unis, en Afghanistan, en Irak. C'est le récit de Laurent Burkhalter. Dans les jours qui suivent les attentats, l'Amérique meurtrie cherche le réconfort et les réponses. Un pays uni dans le deuil et la soif de justice, voire de vengeance. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knock these buildings down will hear all of us soon. La réplique est tout d'abord militaire. Moins d'un mois après les attaques terroristes, l'Amérique bombarde les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan. C'est une nouvelle ère de campagne militaire. La guerre contre le terrorisme s'étend en Irak. Plus de 7000 soldats et officiers tués, le pays revit des scènes rarement vues depuis le Vietnam. Malgré la contestation, les dépenses militaires bondissent, atteignant une proportion du PIB inégalée depuis la guerre froide. Le pays craint de nouvelles attaques. La surveillance est renforcée. George Bush signe le Patriot Act, une loi qui permet aux autorités de mettre sur écoute ou perquisitionner sans avoir à se justifier. Qualifiée de liberticide, elle s'ajoute aux mesures pour détenir indéfiniment ce que l'administration appelle les combattants illégaux à Guantanamo. Une prison qui existe toujours, malgré les conventions de Genève, mais défendue par l'administration Bush qui nie toute accusation de torture. The goal was to take these people off a battlefield and keep them away from killing other people. And that's been accomplished. That's a good thing. Création d'un département dédié à la sécurité nationale et d'une agence pour la sûreté dans les aéroports, durcissement de la politique migratoire, la discrimination s'accroît, notamment contre les musulmans qui deviennent durablement la cible d'agressions après le 11 septembre 2001. Un jour fatidique qui fait perdre à l'Amérique une partie de son insouciance et met en péril ses idéaux au nom de la sécurité. On s'est un peu éloigné de Manhattan, on a vu les effets de ces attentats du 11 septembre sur le monde, sur nos vies, sur le Proche-Orient, les interventions guerrières, et puis aussi cette guerre contre le terrorisme qui a commencé il y a 20 ans maintenant. Quelqu'un qui connaît très bien ce terrorisme, on l'avait connu dans votre chair, Théo Padnos, vous avez été otage d'une filiale d'Al-Qaïda en Syrie pendant près de 2 ans. Cette guerre contre le terrorisme, elle est terminée aujourd'hui ? Non, bien sûr que non, elle n'est pas terminée. Nous, ici aux États-Unis, on aimerait bien qu'elle soit terminée, mais eux là-bas, en Syrie et ailleurs, ils ont une longue mémoire et pour eux, cette guerre vient de commencer. Vous me dites que vous êtes en contact même avec certains de vos geôliers, là-bas en Syrie, via les réseaux sociaux. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils pensent? D'abord, ils aimeraient monter une filiale Al-Qaïda en Afghanistan, ça c'est une priorité pour eux. Mais ils sont toujours en colère contre les États-Unis à cause de ce qu'on a fait en Irak, en Somalie, au Yémen et maintenant en Syrie. Ils ont plein de raisons pour venir nous bombarder. Je pense qu'ils ont rendu mal à refaire le 11 septembre ici. Mais quand même, ils sont en mesure de kidnapper les Américains, d'exploser les ambassades. Pour eux, c'est la fin de rien, c'est le début. Parce que c'est leur famille qui souffre maintenant, c'est leur économie, c'est toute la société qu'on a bombardée et qu'on a vraiment terrorisée avec nos avions. Donc pour eux, rien n'est terminé. Théo Padnos, otage d'Al-Qaïda en Syrie, là-bas, ils vous appelaient l'Américain. En arabe, comment c'est l'Américain? C'est Al-Amriki. Pour eux, ça voulait dire espèce d'animal, insecte. Les mots qui me faisaient plus peur quand j'entendais ces mots des geôliers, c'était Wayne Al-Amriki, où est-ce qu'il est l'Américain? Ça voulait dire la torture tout de suite. Donc même si j'entends ces mots maintenant, j'ai tout de suite peur. C'est parce qu'ils étaient en colère contre les États-Unis et pas contre moi personnellement. On a vu tout à l'heure les images de George W. Bush qui lance cette guerre contre le terrorisme.
20 ans après, on assiste au retrait. L'Amérique a changé. C'est un vrai retrait auquel on est en train d'assister. C'est un retrait. On n'est plus présent sur le sol afghan actuellement. Mais il y a toujours les drones. On a des moyens de les attaquer. Je pense que psychologiquement, on est toujours dans leur tête. Et ça, c'est pas une bonne situation pour la sécurité américaine. On a l'impression que les gens aux États-Unis sont fatigués d'être les gendarmes du monde. Ça, c'est le sentiment général ici. Ça, c'est le sentiment général, oui. On n'a plus envie de jouer aux flics internationaux. Mais qui c'est qui va nous défendre contre Al-Qaïda? Ils font des attentats à Paris, par exemple. Je pense qu'on a un rôle à jouer dans le monde. Merci beaucoup, Théo Padnos. Merci, Philippe. On a parlé de ce retrait américain, ce retrait d'Afghanistan 20 ans après. C'est un cercle qui se referme. C'est peut-être aussi un piège qui se referme. C'est du moins l'avis des Afghans, de la communauté afghane des États-Unis qu'a rencontré Gaspard Kuhn. Sonita se connecte avec avidité aux réseaux sociaux. Elle suit chaque jour les dernières nouvelles d'un Afghanistan abandonné aux talibans. Chaque minute peut apporter un changement, un nouvel espoir. Plus de personnes qui se soulèvent, plus de femmes qui protestent pour leurs droits. Mes amis m'ont raconté qu'en allant au travail, les talibans leur ont dit de rentrer. Et ils ont dit que si elles revenaient, ils les renverraient encore à la maison. Sonita a quitté l'Afghanistan quand elle était enfant, déjà à cause de la menace des talibans. Sa famille, très traditionnelle, s'installe en Iran. À 10 ans, puis à 16 ans, ses parents tentent de la marier de force. L'adolescente échappe à son sort grâce à une ONG, puis en devenant l'héroïne d'un documentaire. Inspirée par Eminem, Sonita se met au rap pour dire sa colère. Aujourd'hui boursière d'une université au nord de l'État de New York, Sonita poursuit sa lutte. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est l'histoire de mes amis, de mes camarades, de mes sœurs. Des millions de filles qu'on force à se marier, surtout aujourd'hui en Afghanistan. Elles sont obligées de se marier à 12 ans avec des combattants talibans. Elle chante et rappe pour la liberté, pour encourager les Afghans à se battre contre les talibans. Et elle en veut à ceux qui ont laissé tomber son pays. La plupart des Afghanes ressentent la même chose. On les a abandonnés. Les Américains se sont retirés sans aucune garantie pour les droits des femmes et des enfants. Mais Sonita garde espoir. Elle veut croire que tout n'est pas perdu en Afghanistan. L'histoire se termine avec cette jeune Afghane d'Amérique. C'est la fin de cette page spéciale consacrée aux attentats du 11 septembre. Les commémorations auront lieu ce samedi en direct sur la RTS également. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et merci à toute l'équipe de la RTS ici. C'est à vous, Fanny. Merci Philippe, et nous commémorons toute la semaine cet événement historique. Chaque jour, jusqu'à la cérémonie du 11 septembre, nous nous plongerons dans la vie d'une personne témoin de près ou de loin de ces attentats qui ont changé durablement la face de notre monde. La 60e édition du Salon international du meuble de Milan débute aujourd'hui. L'occasion de découvrir le travail de designers émergents. Et c'est un Vaudois, Fabien Roy, qui fait particulièrement parler de lui. Il vient de remporter 2 prix prestigieux pour son travail de diplôme à l'ECAL, une couveuse adaptée au contexte de l'Afrique subsaharienne. Julie Evard l'a rencontrée. Petite, compacte, robuste, cette couveuse est un espoir immense pour les pays en voie de développement. Chaque année, en effet, sur le continent africain, plus d'1 million de nouveau-nés meurent d'hypothermie. Les causes sont nombreuses, les fréquents accouchements à la maison, le manque d'équipements adéquats ou encore les coupures d'électricité. Robust Nest, c'est son nom, a été designé par le Vaudois Fabien Roy pour son travail de diplôme à l'ECAL, l'école cantonale d'art de Lausanne. L'idée que j'ai développée, c'est d'avoir des pièces détachées. On peut les empiler pour gagner de la place, pour réduire le volume d'envoi, donc réduire les coûts, faciliter la logistique locale aussi, donc le transport par une personne, transport dans un coffre de voiture. Et puis l'assemblage se fait sur place, mais il dure 1 minute 30, montre en main.
La couveuse a vu le jour grâce à un laboratoire de l'EPFL qui a conçu une batterie thermique de pointe. Cette dernière permet 4 heures d'autonomie sans apport d'électricité. Une prouesse technique alliée à un design sur mesure donc, qui se distingue par des composants facilement remplaçables localement. Le maintien de la chaleur est ainsi assuré à long terme, mais pas seulement. Dans la plupart des pays en voie de développement, ils mettent 2, 3, 4 nouveau-nés par couveuse parce qu'ils n'en ont pas assez. Et le fait qu'on ait cette couveuse qui soit plus petite, réduite en taille, fait qu'on va mettre un seul bébé par couveuse. Et de par là même aussi, non seulement aider le problème de l'hypothermie, mais aussi aider le problème des infections qui se passent d'un enfant à l'autre. On montre que le design, c'est pas juste, comme beaucoup de gens croient malheureusement, une belle couleur et une belle forme. Et puis il y a ces designs, comme un genre d'adjectif qu'on met un peu comme ça, mais qu'il y a un apport essentiel du designer qui comprend les besoins, qui analyse les besoins, qui trouve des solutions. Là, on est dans quelque chose qui, aujourd'hui, disons, résume peut-être d'une très bonne manière qu'est-ce que peut amener un designer. Pour cette couveuse, Fabien Roy a déjà reçu le prestigieux James Dyson Award suisse. À Milan, il vient de recevoir l'un des 5 prix décernés par le Salone. Il concourait parmi 170 autres projets d'étudiants. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Maria Métral. Et puis dans TTC, la syndic de Rolle sort de son silence et revient sur la cyberattaque dont sa commune a été victime. Elle sera en direct sur le plateau de Patrick Fischer. Très belle soirée à vous. On se retrouve demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.